j'enregistre sur cet ordinateur. OK. Eh bien, on commence. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette audition collective dans le cadre de la campagne L'eau est à nous, pas aux multinationales, et donc dans le cadre de la votation citoyenne qui est organisée du 22 mars au 13 avril, donc par un certain nombre d'organisations politiques et associatives, la France Insoumise, Génération, Nouvelle Donne, Ensemble, la Confédération nationale du logement, un certain nombre d'associations au bien commun, la Confédération paysanne du Puy-de-Dôme et d'autres. Donc, Lorraine Champagne et moi-même, nous allons vous poser des questions sur... Nous allons vous poser des questions sur votre engagement et sur les positions que vous, en tant qu'association, organisation de la société civile, vous portez du point de vue du droit à l'eau. Cette audition va durer au maximum 1h30. Si on peut faire plus court, c'est bien. Et on va commencer par une présentation de chacun d'entre vous durant 2 minutes pour que vous puissiez toutes et tous présenter votre organisation. Je commence par Edith qui est en face de moi. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc je me présente, je suis Edith Guillochon, chargée de plaidoyer à la Coalition Eau. Et la Coalition Eau est un réseau d'ONG françaises créé en 2007, un réseau d'ONG françaises du secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc, depuis plus de 10 ans, ce collectif a plusieurs missions principales, dont la première est d'influencer les décideurs et les décideuses en vue d'engagements ambitieux dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Une deuxième mission, c'est de rassembler, de représenter les ONG françaises de ce secteur-ci pour être porte-voix de toutes ces ONG. On a aussi toute une mission de développer des plaidoyers communs avec d'autres collectifs, que ce soit en France ou à l'international, pour renforcer la mobilisation de la société civile. On produit de l'expertise aussi pour valoriser des expériences ou des pratiques ou des solutions développées par les ONG françaises pour pouvoir faire aussi des propositions auprès des décideurs politiques. Et enfin, on a tout un volet aussi de mobilisation des médias et de l'opinion publique pour donner plus d'écho à nos messages. Voilà, donc on a plusieurs chantiers, dont le chantier historique est de travailler sur l'aide publique au développement de la France dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, donc plutôt le volet financement et à l'international, et un deuxième chantier principal qui est la mise en œuvre effective des droits humains à l'eau et à l'assainissement sur le territoire français. Voilà, principalement. Je développerai du coup les différentes activités qu'on peut mener ensuite. Merci. Merci. Marion ? Oui, bonjour à toutes et tous, et merci pour l'invitation. Donc, je suis Marion Weber, je suis responsable des programmes de la Fondation Daniel Mitterrand. Et donc, la Fondation Daniel Mitterrand fête cette année ses 35 ans. Et ça fait 35 ans qu'on travaille sur la question des droits humains et de ce qu'on appelle les biens communs du vivant, donc ce qui nous permet à tous, en tant qu'êtres vivants sur cette terre, de mener une vie digne. Et donc, dans ce cadre, la question de l'eau a toujours été assez centrale. Donc, on a eu différentes actions qu'on pourra développer tout à l'heure, mais en tout cas, on s'est toujours impliqué pour faire reconnaître l'eau comme un droit humain et comme un bien commun du vivant. Et aujourd'hui, notre fondation est une fondation qui cherche surtout à apporter au débat public, donc à apporter un petit peu nos positions et nos constats, nos analyses, et susciter le débat avec d'autres secteurs. Mais aussi soutenir des projets qu'on considère véritablement être dans une optique de métamorphose pour aller plus loin justement dans
la protection de l'eau, dans la réalisation des droits humains, etc. Donc c'est à la fois du soutien à des projets, aussi la mise en lumière des acteurs qui portent ces projets. Voilà. Merci. Bernard? Oui, bonjour à toutes et tous. Au Bien commun PACA est une association régionale qui a pour objectif d'aider, d'appuyer, de fédérer des associations locales qui se sont formées avec des objectifs concernant les retours en régie publique sur des collectivités particulières, ou bien le partage de l'eau, en particulier dans la vallée de la Durance. Nous sommes nés 2 ans avant le Forum alternatif mondial de l'eau de Marseille, en 2012, et nous avons contribué largement à l'organiser, à le faire vivre. Depuis, nous rayonnons un peu dans cette région. Alors, nous avons une position un peu différente, souvent, des associations qui sont là, car pour nous, bien sûr, il y a des biens communs, on va dire, par nature, mais il y a des communs à développer. En gros, ça veut dire la démocratie de l'eau, la gestion de proximité de l'eau, même si c'est dans le cadre d'une planification écologique, avec la possibilité pour les citoyens de diriger ces affaires-là aussi, et donc essayer de lutter, alors ça peut être des plaidoyers, hein, pour que lorsqu'il y a une gestion publique, c'est le cas hein, dans la région, il y a beaucoup de gestion publique, eh bien, les citoyens soient impliqués avec des formes qui peuvent être originales. Avec les nouvelles mandatures qui ont été élues l'année dernière, nous appuyons l'idée qu'il faut faire voter les gens sur les questions de l'eau, qu'il faut les intégrer dans les régies publiques, et que de toute façon, il faut trouver des moyens de faire participer et non pas de faire comme d'habitude, les désigner. Voilà en gros nos objectifs. Merci. Henri Smet, c'est à vous. Oui, vous m'entendez? D'accord? Est-ce que vous m'entendez? On n'entend pas? Si, on vous entend, on vous entend. Ah bon. Alors, je suis Henri Smetz et je dirige l'Association pour le développement du droit à l'environnement et en particulier du droit à l'eau. Et j'ai participé depuis 20 ans dans ces combats qui sont, il faut dire, et quand on regarde la perspective, qui ont été un succès pendant un certain temps, mais pour l'instant, ça a l'air d'être pas tout à fait le sujet à la mode et on n'a pas beaucoup de soutien pour modifier des situations où on parle, mais on ne fait rien. Merci. Je laisse la main à Lorraine pour la première partie. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être là. La première partie des questions qu'on va vous poser porte sur l'accès physique à l'eau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'accès à l'eau, que ce soit en matière de fontaine, de bains-douches, etc. Et toilettes publiques en France métropolitaine ou en Outre-mer. Donc, prenez la parole comme vous voulez. Bon, moi, je vais te prendre la parole. Merci, Henri. Pour les toilettes. Il y a à Paris beaucoup de toilettes. Mais il faut regarder ce qu'il y a en banlieue. Et on s'aperçoit que si à Paris, il y a des toilettes en banlieue, il y en a très peu. Et cela est absolument incroyable
de penser qu'il y a une telle différence. Et pour ne citer qu'un exemple, il suffit de voir combien il y a de toilettes à Neuilly. Neuilly-sur-Seine, c'est Neuilly pratiquement sans toilettes, au public, j'entends. Tout le monde a des toilettes chez soi, mais tout le monde n'est pas dans un logement avec toilettes. Et c'est pourquoi il faut créer des toilettes pour tous, partout. Et cela devrait être une des actions des municipalités. Et cela n'est pas encore le cas en banlieue, et je le regrette beaucoup. Merci beaucoup. Edith ? Peut-être oui, pour rebondir sur ce que dit Henri. C'est vrai que nous, on part aussi du constat qu'on a. C'est pas évident en fait d'avoir une visibilité sur aujourd'hui les installations publiques qui peuvent exister dans les villes. Alors à Paris, c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de fontaines et quand même beaucoup de toilettes. C'est un peu une particularité aussi de cette capitale. Et par ailleurs, il y a aussi des cartes. Enfin, c'est assez. Il y a une communication sur l'existence et le nombre d'installations publiques, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Donc, à la fois, il y a cette difficulté d'information, enfin d'accès à l'information, et ensuite d'existence des infrastructures ou d'entretien. Nous partant de ce constat-là, on essaye aussi de chiffrer et d'avoir des diagnostics, des chiffres sur l'existence de ces installations publiques. C'est ce qu'on a commencé à petite échelle à développer avec l'Observatoire du droit à l'eau et à l'assainissement qu'on a lancé l'année dernière au niveau de la coalition, avec l'appui de plusieurs associations partenaires dans 5 villes de France. Donc, il y a Paris, mais il y a aussi Marseille, Toulouse, Bordeaux et Montpellier, un peu comme un premier pas pour avoir une vision claire à la fois de l'offre publique en termes d'installation, comprendre un peu ce que les villes aujourd'hui proposent et qu'est-ce que nous, on peut aussi pousser, et aussi en termes de besoins pour avoir une vision aussi plus précise des besoins de personnes qui, du coup, n'ont pas forcément chez elles, enfin, qui n'ont soit pas de logement, soit qui, chez elles, sont mal logées, donc, du coup, n'ont pas d'accès notamment à des toilettes, pour comprendre aussi quel est le besoin d'installation publique et chiffrer un peu tout ça. Il y a Marie-Alice Toré de Solidarité Internationale qui nous rejoindra tout à l'heure et qui pourra aussi parler plus dans le détail des besoins qui sont importants aussi dans les sites d'habitat informel. Donc, en gros, ce qu'on appelle comme ça, c'est les squats et les bidonvilles, et qui ont un besoin fort aussi de raccordement. Donc, il y a les installations publiques, fontaine à eau, toilettes et douches, mais aussi des sites où il est possible de créer des raccordements ou d'installer des robinets pour que des personnes non raccordées, donc c'est un terme un peu barbare, mais qui permet de poser aussi la problématique de personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau physique et pas d'accès à l'assainissement. Donc peut-être que Marie-Alice pourra compléter cette partie du raccordement à l'eau et à l'assainissement des squats et des bidonvilles. D'accord, très bien. Marion Weber, la Fondation Daniel Mitterrand, a pas mal travaillé sur l'application de la loi Brottes et la lutte contre les coupures d'eau. Où en sommes-nous aujourd'hui sur ce sujet? Est-ce que vous pourrez présenter un petit peu et la loi et le travail et la situation maintenant? Oui, ça a été un long combat. Donc, c'est en gros, peut-être pour refaire un peu l'historique. Donc, en fait, il existe une loi. Donc, comme tu l'as dit, Lorraine, c'est la loi Brottes, qui, en fait, est une loi dans laquelle il est précisé qu'il est interdit de couper l'eau tout au long de l'année, même en cas d'impayé. Et donc ça, c'est une loi qui en fait était pas toujours respectée, que ce soit par les entreprises qui délivrent l'eau telles que Veolia, Suez ou la SOR, mais aussi par les régies publiques, donc en fait par les distributeurs d'eau. Et en fait, on s'en est rendu compte parce qu'on avait des appels assez fréquents à la fondation de personnes qui nous disaient qu'elles avaient l'eau coupée, et parfois depuis des mois et des mois. Donc
c'est peut-être utile de le rappeler, mais c'est vrai que quand on n'a plus d'eau, on ne peut pas se laver les mains, on ne peut plus faire de vaisselle, on ne peut plus cuisiner, on ne peut plus se doucher, tirer la chasse, etc. Donc c'est une vie qui devient très compliquée. En termes de dignité, c'est clairement pas atteint. Et c'est aussi une vie sociale qui commence à être compliquée, parce qu'on n'invite plus les gens chez soi, enfin voilà, donc c'est compliqué. C'est des gens qui doivent du coup trouver des solutions, et souvent ils vont se rabattre sur par exemple l'eau qu'on peut trouver dans les quelques fontaines qui subsistent un peu dans les villes ou les villages, l'eau des cimetières, ou acheter de l'eau en bouteille qui revient extrêmement cher. Et donc voilà, en fait, face à cette multiplication de témoignages, en fait, on s'est renseigné, on a fait tout un travail juridique pour un petit peu comprendre la loi et essayer de voir pourquoi elle n'était pas appliquée. Et en fait, on a commencé à tout simplement appeler les distributeurs pour leur demander de remettre l'eau et leur demander de respecter la loi. Et on a un peu fait face à un mur pendant au tout début en tout cas, en nous disant que mais c'était pas vraiment l'essence de la loi, que la loi avait été mal écrite, c'était pas ce qu'il était convenu, ou quand on a commencé ensuite à expliquer que non, la loi était très claire, à nous dire en fait on préfère payer les amendes et on va continuer comme ça. Donc on a eu ce genre de réponse, et du coup on a eu tout un combat qui était mené aussi avec la coordination Île-de-France pour systématiquement, dès qu'on avait un témoignage, appeler le distributeur. Donc parfois ça a marché simplement avec un appel, un petit coup de pression, en leur rappelant qu'en fait ils étaient dans l'illégalité. Et donc l'eau était remise, et puis parfois ça ne marchait pas, et donc on est passé par les tribunaux. Donc on a porté plusieurs cas en justice, qu'on a toujours gagné, puisque la loi était très claire, donc à chaque fois il n'y avait pas de doute, donc il y avait des amendes assez conséquentes et des réparations pour ceux à qui on avait coupé l'eau qui étaient imposées. Et ce qui est intéressant de noter dans ce combat, c'est que quand même on voit bien que cette question du droit à l'eau, elle est encore compliquée en France, parce que il y a quand même plusieurs fois, les avocats qui étaient mandatés par les entreprises disaient mais le droit à l'eau n'existe pas, le droit à l'eau n'existe pas. Donc en fait, c'était le fait de se dire non, on ne respecte pas la loi. Et c'est ça qui est assez fou et qui nous a beaucoup marqué. C'est des entreprises, des régies qui ne respectent pas la loi. Il faut quand même noter que la plupart des régies se sont régularisées assez vite. Et quand elles ont compris qu'en fait la loi était claire et qu'il fallait arrêter de couper l'eau même en cas d'impayé, elles ont plutôt repris des pratiques légales. Et puis certaines entreprises ont continué, parce qu'en fait c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une partie du business de ces entreprises qui reposait sur ces coupures d'eau, parce que quand on coupe l'eau, ensuite pour remettre l'eau, on refacture effectivement la mise en eau, etc. C'est tout un business en fait, et ça rapporte à ces entreprises. Et on voit bien que du coup, le côté social aussi de l'accompagnement de ces gens n'est pas du tout mis en œuvre, parce que c'est des gens qui parfois avaient des impayés de 30, 40 euros, enfin c'est vraiment très peu. Donc une solution aurait clairement pu être trouvée avec un échelonnement, par exemple. Enfin voilà, rééchelonner. Et en fait, non, les entreprises ne s'étaient pas du tout mises dans cette logique d'accompagnement. Et on voit bien qu'en fait, c'est des gens qui ne sont pas considérés comme des êtres humains, mais comme des simples clients. Et ça pose vraiment souci. Aujourd'hui, le combat, il est quand même au niveau juridique très clair. Les coupures d'eau sont illégales. On est allé jusqu'au Conseil constitutionnel qui l'a réaffirmé. Donc aujourd'hui, en termes juridiques, les faits sont là. On constate quand même encore de temps en temps des coupures d'eau. Donc, il y a encore un combat à mener, mais quand même bien moins qu'avant, et puis il y a une situation quand même plus forte. Merci beaucoup. Edith, est-ce que tu pourrais rappeler le lien entre droit à l'eau et accès physique et donner quelques chiffres en termes d'accès physique, où on en est aujourd'hui? Oui, alors, donc en effet, le droit humain à l'eau et à l'assainissement, tel qu'il a été reconnu par les Nations Unies, il a plusieurs critères, enfin plusieurs conceptions, dont cette question de l'accès physique et permanent à une eau de qualité et abordable. Donc après, on peut développer les différents aspects, et cette question de l'accès physique et permanent, il permet aussi justement d'essayer de caractériser
ce qui est satisfaisant ou non comme accès, mais les critères qu'on emploie, notamment pour l'international, est assez difficile pour la France parce qu'on n'est pas dans les mêmes contextes que les chiffrages qu'on va pouvoir donner pour d'autres continents, enfin pour les pays d'Afrique ou en Asie. Voilà. Donc, pour les chiffres qu'on a internationaux pour la France sont assez énormes, en fait, en termes de non-accès à l'eau et à l'assainissement. Les chiffres qui sont donnés par les rapports de l'ONU pour la France sont de 1,4 million de personnes qui sont aujourd'hui sans accès physique, permanent, abordable et de qualité à l'eau. Donc en fait, ça englobe tout un tas de personnes différentes, parce qu'on compte là-dedans aussi les personnes qui payent une eau trop chère et qui ont une eau contaminée par certains polluants. Voilà. Mais en tout cas, c'est le chiffre officiel qui est communiqué sur la France. Et pour l'assainissement, on est à 7,5 millions de personnes qui sont sans accès à un assainissement géré en toute sécurité. Donc là, c'est pareil, gérer en toute sécurité, ça évoque toute la chaîne de la toilette à l'assainissement, l'évacuation des déchets. C'est énorme comme chiffre. Après, l'idée, c'est d'essayer d'aller aussi dans le détail de ces chiffres et de comprendre ce que ça implique. Donc, par exemple, pour l'eau, les 1,4 million, alors peut-être qu'Henri pourra me compléter ou me corriger, mais on compte plus d'1 million de personnes qui payent une eau trop chère, donc c'est-à-dire on considère une eau trop chère une facture d'eau qui est de plus de 3% du revenu, du revenu global d'un ménage. À partir de 3%, c'est un peu le montant communément admis dans les pays de l'OCDE comme étant une eau trop chère. Après, sur l'accès physique, les chiffres sur lesquels on se base, nous, aujourd'hui, c'est notamment les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, qui sont communiqués chaque année dans leur rapport sur le mal logement, où donc on essaye d'avoir des chiffres sur combien de personnes sont sans abri ou sans domicile fixe en France, combien de personnes vivent dans des bidonvilles, combien de personnes vivent sur des terrains dédiés aux gens du voyage, mais qui ne sont pas aménagés avec un accès à l'eau. En consolidant ces chiffres, on arrive à avoir une estimation des personnes qui vivent sans connexion à l'eau, et on estime aujourd'hui sur le territoire métropolitain environ à 300 000 personnes non raccordées, avec toutes les problématiques que ça implique, comme le disait Marion tout à l'heure sur les coupures d'eau, cette problématique aussi de ne pas avoir accès à une eau courante, ça implique de ne pas pouvoir se laver les mains. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de se laver les mains, donc c'est quand même très problématique de ne pas pouvoir se laver tout court, de ne pas pouvoir boire de manière régulière, et des difficultés aussi pour la cuisine. Enfin, c'est tout un tas de problématiques majeures. Et une autre chose que je voulais souligner, oui, que les chiffres là, ça concerne la métropole. Les problématiques dans les DROM, comme donc, les départements et régions d'outre-mer, sont autrement plus fortes. Enfin, les chiffres sont encore plus élevés, avec des problématiques de non-accès physique, de coupures d'eau encore très fréquentes, et voilà, des problématiques de raccordement. Alors, selon chaque territoire d'outre-mer, les problématiques vont être différentes. Entre Mayotte et la Guadeloupe, on n'a pas les mêmes enjeux, mais aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les outre-mer est une problématique très prégnante. Merci beaucoup. Henri, ton micro est fermé. Ça y est. Bon, tout ce qu'a dit Edith est exact, selon moi en tout cas.
Mais je voudrais insister, mais la perspective peut être totalement différente. Edith parle d'un très grand nombre, effectivement, 1 million, c'est un grand nombre. Mais 1 million, ce n'est quand même qu'un 65e du nombre d'habitants en métropole. Donc, il y a, pour 1 million d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau, il y en a 64 qui ont un bon accès. C'est quand même un chiffre qui est aussi important, car les 64 pourraient parfaitement se cotiser pour offrir l'accès à l'eau au dernier million qui n'a pas accès à l'eau à un prix correct. Donc le problème en France métropolitaine est un problème tout à fait soluble. Il ne pose pas de vrais problèmes financiers. Il ne pose qu'un problème de volonté politique. Et quand on voit comme ce qui se passe pour l'instant au Sénat, on discute de savoir s'il faut donner de l'eau gratuitement à des gens qui n'en ont pas. Et on voit qu'on ne veut pas donner de l'eau gratuitement. Pourquoi? Parce que ce serait trop cher. Ce n'est pas vrai. Ça ne serait pas trop cher. Et l'on voit qu'on a trop tendance à magnifier le problème en France alors qu'il est plutôt petit. Il est grand ailleurs, mais pas en France métropolitaine. Et ça, je voudrais insister que nous sommes dans une situation tout à fait favorable où, moyennant un tout petit effort de collectif, un effort partagé, on peut arriver à résoudre l'accès à l'eau pour tous en France. Merci beaucoup. Bernard, tu voulais intervenir? Oui. En fait, peut-être qu'une étude un peu plus approfondie des motivations des décideurs politiques serait nécessaire lorsque il y a des résistances pour, on va dire, accorder tout simplement l'accès à l'eau dans les habitats informels, les squats, etc., etc. En fait, ce sont les mêmes raisons qui rendent cette affaire difficile que dans les pays pauvres par rapport à l'habitat informel, car les urbanistes, etc., ne veulent pas, comme ils disent, pérenniser ces situations, sauf qu'elles perdurent, bien sûr. Voilà. Donc, ce que nous avons fait, ce que nous essayons de faire, même lorsque nous perdons, c'est-à-dire que même lorsqu'il y a des délégations de services publics qui sont décidées par les élus, c'est de prévoir ces situations. Par exemple, dans le contrat de délégation de services publics à Marseille, les contrats octroyés à des filiales de Veolia et de Suez, nous avons insisté pour que ces situations soient prises en considération, et ça a été le cas. Et effectivement, il y a un financement qui est prévu d'un peu plus d'1 million d'euros pour payer les factures qui ne le sont pas, ou pour permettre des adductions dans certains squats, etc., etc. Tout ça, on peut le prévoir. Parce que les sociétés, tout comme certaines régies, nous répondent que ça coûte trop cher, qu'il faut faire des avenants au contrat, etc., etc. Ça, dès le départ, on doit le prévoir. Le second point, c'est la question des règlements de service. Quel que soit le mode de gestion, il faut inclure ce droit dans les règlements de service en disant, bon, ça n'a pas été précisé tout à l'heure, mais que ça vaut pour les résidences principales, bien sûr. Et il y a aussi des situations que nous avons rencontrées alors, dans des zones plus rurales qui consistent non pas à payer de l'eau potable, mais à payer de l'eau brute, qui arrive par des canaux d'eau brute. Et lorsque le règlement n'est pas fait, eh bien, c'est très difficile de refaire mettre l'eau brute. Il faut aller intervenir directement auprès du gestionnaire du canal, du maire, etc., etc. Ça, ce n'est pas prévu dans la loi. Ensuite, il y a la question qui a été posée par les projets de loi en 2014 en particulier, qui sont toujours devant le bureau du Sénat. Hein. Voilà. C'est en gros le financement de dispositions qu'on peut prendre
pour l'accès à l'eau dans l'espace public. Hein, il y avait une taxe sur l'eau en bouteille qui avait été évoquée. Le lobby de l'eau en bouteille s'est manifesté, hein, et le financement a été renvoyé à un financement sur les alcools, etc., donc qui lui-même, voilà. Bon, tout ça part dans les sables. Donc, la question qui nous est posée maintenant, et en particulier dans certaines villes dans le sud, hein, c'est le nombre de toilettes publiques. À Marseille, actuellement, il y a une dizaine de toilettes publiques style DOCO en délégation de service public. Certaines ne sont pas en état de fonctionner. Il y a avec la fermeture des bars et des toilettes privées, il y a des queues énormes devant les toilettes, par exemple, dans des conditions dont on n'est pas sûr qu'elles ne soient pas des conditions de transmission du VIH, car l'air dans les toilettes n'est pas filtré de façon correcte par rapport à ça, etc. Donc là, on a un véritable problème. On a des problèmes, bon, évidemment, comme ceux qui ont été évoqués, c'est-à-dire que dans les centres-villes, il y a quelques toilettes, mais tout autour. Marseille, c'est extrêmement vaste, par exemple. Il n'y a aucune toilette. Donc les gens se débrouillent. Hein, comme on dit, ils font leurs besoins, ils défèquent en plein air, hein, etc., etc. Avec des difficultés pour les femmes, car ce que les objectifs du développement durable 2030 disent, c'est en toute sécurité. Toute sécurité, ça veut aussi dire en toute sécurité au sens strict du terme. C'est-à-dire que il ne faut pas que par exemple, des femmes soient violées ou agressées pendant ces périodes où elles font leurs besoins, etc. Voilà. Donc, on est dans une situation, en fait, où les critères généraux, qui sont ceux des OMD, et qui ont fait remonter d'un coup les stats, hein, en 2015. Hein, les OMD. Les objectifs du développement durable 2030. Hein, d'un coup, ça a fait remonter les stats. Alors, on était, par exemple, les gens qui n'ont pas accès à l'eau, on était à 735 000, par exemple. Et d'un coup, on est remonté à 2 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'est une histoire de statistique. Hein. Voilà, tout simplement. On a intégré la reconnaissance par l'ONU du droit humain à l'eau, etc., dans tout ça. Hein. Donc, on n'est pas dans une situation aussi marginale, y compris en France. Ce n'est pas aussi marginal que ça. Car les gens, bon, au fond, dans certaines villes, dans certaines gestions, ils ne sont pas très sûrs de ce qu'ils boivent, en fait. Je ne sais pas si vous avez fait des enquêtes là-dessus, mais ils se posent vraiment, à Marseille par exemple, ils se posent la question, alors que l'eau correspond aux critères, pas de difficulté. Chacun se pose la question de la salubrité de l'eau. Donc il y a un manque de confiance. Et ça entraîne que des gens très pauvres, en fait, achètent des packs de cristalline, hein, qui portent sur leur dos, hein, y compris dans des quartiers qui sont très, très, très pauvres. Bon, voilà. D'accord. Bon. Merci. Pour partir sur la deuxième séquence, vous avez déjà commencé à l'évoquer, en particulier toi Bernard et Monsieur Smets, c'est la question de la tarification, parce que le droit à l'eau, évidemment, quand on parle de droit à l'eau, on parle aussi de capacité à payer sa facture. Parce que si l'eau n'a pas de prix, son service a nécessairement un coût. Et donc c'est sur ce point-là que j'aimerais vous faire parler. Pour savoir, je sais qu'il y a des chiffres, et vous nous les direz sûrement, considérés de manière standard par l'ONU comme une limite à ne pas dépasser pour atteindre pour être en capacité de payer l'eau et que ce ne soit pas trop cher. Et ensuite, quelles sont vos préconisations en matière de tarification concernant pour aboutir et pour rendre effectif le droit à l'eau? Je l'évoque d'autant plus qu'il y a une proposition de loi qui est en cours, qui a été déposée par le groupe communiste et qui est à l'Assemblée et au Sénat et qui évoque ces points-là. Qui veut commencer? Edith, comme personne ne lève la main. J'introduis. Oui, en effet. Alors du coup, ça c'est un sujet sur lequel je pense que les ONG travaillent depuis quelques années, notamment Bernard l'avait évoqué, cette proposition de loi qui est déjà passée au Parlement, Assemblée et Sénat il y a quelques années,
qui n'a pas abouti, mais qui a été l'occasion de réfléchir à ces questions d'abordabilité, d'une eau abordable pour tout le monde. Ce qui était proposé à l'époque, c'était la création d'une aide préventive. Aujourd'hui, ce qui existait déjà, en tout cas à l'époque, c'était les aides curatives, c'est-à-dire les aides au paiement des factures d'eau en cas d'impayé ou de difficulté pour payer une facture. Mais on arrivait en curatif. Et là, l'idée, c'était de créer une aide préventive. Donc, en amont, essayer d'identifier des ménages, des foyers qui pouvaient être en difficulté de paiement du fait de ce pourcentage de facture d'eau qui était au-delà des 3% communément admis comme étant la barrière à ne pas franchir et de ne pas basculer du coup dans une pauvreté plus globale. Donc, il y avait cette idée d'aide préventive. Finalement, cette aide préventive ou d'autres dispositifs de chèque eau ont été testés dans le cadre des expérimentations de tarification sociale créées par la loi Brottes. Donc, il y a eu un peu des expérimentations faites de différents types de dispositifs d'aide au paiement des factures d'eau. Aujourd'hui, la loi Engagement et Proximité, qui est un projet de loi qui a été voté en décembre 2019, donc ça fait déjà plus d'1 an, autorise la généralisation, en tout cas, autorise les collectivités qui le souhaitent à mettre en place des dispositifs d'aide au paiement des factures, donc, mais sans être obligatoire ni être prescriptif sur le type d'aide qui peuvent être mis en place. Donc, c'est-à-dire que tout est ouvert, ça peut être des aides préventives, ça peut être la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, ça peut être des aides curatives, ça peut être des chèques eau. Et donc, les collectivités restent très libres de ce qu'elles mettent ou pas en place. Nous, ce qu'on essaye de pousser au niveau de la coalition aujourd'hui, c'est que, en tout cas, les collectivités se saisissent de ce qui existe aujourd'hui et de faire connaître finalement cette possibilité de mettre en place des dispositifs de tarification, alors sociale ou progressive, mais de faire connaître cette possibilité-là et d'aller vers une généralisation peut-être au niveau national des dispositifs d'aide. Ce qui est intéressant aujourd'hui, tarification sociale et tarification progressive, est-ce que tu peux donner 2 définitions rapidement? Oui, bien sûr. Alors, la tarification sociale, ça va plus être ciblé socialement, donc par le revenu des ménages, ou par le fait que certains ménages vont être bénéficiaires, par exemple, d'aide sociale, du RSA ou de la CMU, pour les rendre bénéficiaires de cette tarification sociale. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une tarification plus petite que le reste de la population. La tarification progressive, ça va plutôt être en fonction du niveau de consommation. C'est-à-dire que les premiers litres vont avoir une certaine tarification et au fur et à mesure qu'on consomme de l'eau, la tarification va augmenter. La proposition de loi qui est aujourd'hui présentée au Sénat, elle parle de la gratuité des mètres cubes d'eau nécessaires à la vie, sans chiffrer ce qu'on considère comme étant l'eau nécessaire à la vie. Donc, dans les échanges qu'on a pu avoir, nous, avec les sénateurs qui portent la loi, on a cherché à mieux qualifier et à chiffrer ces premiers mètres cubes d'eau gratuits, pour aussi chiffrer le coût et chercher à ce que ça puisse être peut-être politiquement plus acceptable au Sénat, où on sait que c'est parfois difficile de faire part de mesures de ce type. Et Henri Smets a travaillé à ce chiffrage-là, donc peut-être qu'il peut amender dans ce que je viens de présenter. Oui, en effet, Henri, vous avez écrit, il n'est plus là, il n'est plus dans le... Non, il n'est plus là. Une coupure. Bon, alors on va essayer de faire en sorte qu'il revienne. Si Edith, tu peux lui envoyer un texto pour savoir si tout va bien. Marion ou Bernard, est-ce que vous voulez réagir sur la question de la tarification sociale,
ou tarification progressive, donc progressive en fonction, en fonction du nombre de mètres cubes. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? On a évoqué la gratuité proposée par le groupe communiste, c'est une proposition qui est portée depuis assez longtemps par la France Insoumise également, et la tarification différenciée en fonction des types d'usage, les types d'usages économiques, notamment industriels ou agricoles, pour les administrations, etc. Qui veut prendre la parole? Ah, ok, vas-y, Marion. Oui, peut-être pour rebondir sur ce que disait Edith sur cette proposition de loi, c'est que eux, là, ce qu'ils visent, c'est effectivement la gratuité sans forcément chiffrer le nombre de mètres cubes que ça inclut. Alors, c'est vrai qu'au niveau international, souvent, on parle de 40 litres d'eau par jour, par personne, qui équivaudrait à peu près à ce qui englobe le droit à l'eau, donc ce qui permet vraiment à la fois l'eau de boisson, mais aussi ce qui est lié à la dignité, donc le fait de pouvoir se laver les mains, aller l'eau pour les toilettes, etc. Donc c'est ce qui est lié à la dignité, sauf qu'effectivement, en fonction des pays, c'est très variable et c'est compliqué, donc ça reste une moyenne. Après, c'est vrai que nous, à la Fondation, d'un point de vue vraiment plus politique et philosophique, c'est vrai que ça a toujours été ce qu'on défend dans l'essence en tout cas, c'est-à-dire que si c'est un droit humain, il ne faudrait pas que ce soit conditionné à la capacité de payer, quand même il y aurait des aides, etc. Ça, c'est dans un monde idéal, etc. Et on est bien conscient des difficultés que ça peut poser en termes de coûts. Après, effectivement, l'eau est gratuite, le service a un coût, mais on peut très bien aussi penser que ce coût est pris en charge par les collectivités, en tout cas pour ce qui concerne le droit à l'eau. Et effectivement, Vivien, tu soulignais aussi quelque chose d'intéressant, c'est la question de la différenciation des usages, parce que c'est effectivement très différent de chiffrer l'eau pour la vie et pour ses besoins humains que de chiffrer l'eau pour effectivement une activité extractive, une activité agricole intensive, etc. Donc effectivement, ça c'est aussi une question importante, la différenciation des usages et du coup leur priorisation aussi. Qu'est-ce qu'on priorise comme usage, etc. Voilà. Je peux peut-être laisser la parole, je vois qu'Henri est revenu. Alors, Bernard, je veux que tu lèves la main et puis après, Henri nous fera un point focal éventuellement sur le chiffrage. Alors, sur la question de la gratuité, nous sommes tout à fait d'accord avec le point de vue exposé par Marion. Mais nous pensons quand même que ces 40 litres par jour, par personne, etc., c'est peut-être une moyenne, mais en tout cas, c'est un minimum. Cependant, il faut laisser à la démocratie citoyenne dans chaque collectivité, pour chaque gestion, la possibilité de définir la quantité d'eau qui est nécessaire pour la vie, hein, pour cette vie-là. C'est pas, comment dire, il y a un minimum, mais au niveau territorial, l'exercice démocratique doit amener les gens à fixer au-dessus de ces 40 litres ce qui est nécessaire pour la vie, en fait. Voilà. En gros, c'est la question. Sinon, il n'y a plus de grain à moudre pour les usagers et les citoyens. Il n'y a rien qui est discuté. Tout ça, c'est emballé dans un paquet, etc. Bon. Ensuite, la question qui a été évoquée par Edith, qui est évoquée dans les documents de l'ONU, dans la littérature dite grise, etc., d'abordabilité. Ça, c'est une notion qui est pas qu'il faut explorer, en gros. Hein. Voilà. C'est pas l'abordabilité, ça a un sens pour les multinationales de l'eau et ça peut avoir un autre sens pour nous, l'abordabilité. L'histoire des 3%, etc., etc. C'est un terme qu'on lit, mais il faut lui donner un contenu progressiste, on va dire. Et lorsque on parle de ces questions de tarifs, il faut savoir qu'on fonctionne dans un univers de pensée qui est celui de l'eau paie l'eau. Hein. L'eau paie l'eau et au niveau de chaque collectivité. Donc, de façon assez restreinte. Hein. Voilà. La démocratie, on n'en parle pas beaucoup, mais l'eau paie l'eau, c'est au niveau de chaque collectivité, de chaque gestion.
Et là, il y a un véritable problème de réflexion politique. Est-ce qu'il faut continuer à dire l'eau paie l'eau alors qu'on sait très bien qu'un certain nombre d'usages ne paient pas l'eau comme ils devraient le faire? Donc, on est dans cette réflexion-là. Et lorsqu'il y a des chèques ou comme des chèques électricité, les chèques pour l'électricité, ils sont décidés à partir de la déclaration d'impôt. Hein. Ils ne sont pas décidés avec une enquête sociale, avec une proximité sociale, etc. etc. Hein. Bon, ça, il faut éviter tout ça. Cette inquisition que font les CAF par rapport aux plus pauvres, hein, où ils viennent jeter un œil sur les comptes bancaires, etc. etc. Donc, on est dans une situation où il faut éviter de se retrouver coincé par un certain nombre de doctrines qui ont été émises à partir des années 90 et se demander si, c'est le cas pour un grand nombre de canalisations, si la collectivité nationale, par exemple, ne peut pas jouer un rôle plus important pour abonder les coûts. Merci beaucoup, Bernard. Est-ce que Henri, ça y est, vous êtes revenu? Oui. Allez-y. Donc, je ne partage pas du tout l'avis qui vient d'être exprimé. C'est bien clair, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit et je crois qu'il faut garder ce que l'on a acquis et pas le rejeter. Pour être précis, l'abordabilité. Plus personne ne discute le chiffre de 3%. Ce chiffre n'existait pas il y a 20 ans et maintenant tout le monde le soutient en France. C'est extraordinaire. Donc on sait enfin de quoi on parle et grâce à quoi on peut s'accrocher pour que, lorsque l'abordabilité n'est pas satisfaite, on puisse agir et même agir en justice. Et je trouve que c'est une victoire que d'avoir donné un sens à un mot qui, avant, n'avait aucune portée précise. Donc, je trouve que c'est un succès et qu'il ne faut surtout pas abandonner la notion d'abordabilité ni à prétendre que 3%, ce n'est pas le bon chiffre. 3%, tout le monde la met, mettons-le en œuvre. Et c'est ça le problème, c'est mise en œuvre du 3%, c'est-à-dire donner une aide à tous ceux qui dépensent plus de 3%. Est-ce qu'on est sur le chemin? Non, on n'est pas sur ce chemin-là, parce qu'on ne fait rien. On ne donne presque pas d'aide pour donner un chiffre. Voilà. On avait un secrétaire d'État à l'environnement en 2010 qui a déclaré qu'il y avait 500 000 personnes qui devaient être aidées pour l'eau et qu'on n'en aidait qu'environ 80 000. Voilà ce que dit l'autorité, ministre de l'Environnement, secrétaire général de l'Environnement à l'époque. Eh bien, ça montre le chemin qui reste à parcourir. Il faut passer de ces 80 000, qui sont des aides que l'on donne parcimonieusement avec des enquêtes, comme vous dites, des enquêtes inquisitoriales faites par des gens qui s'occupent du social, mais ils s'occupent du social que pour une toute petite partie des gens qui en ont besoin. Ils ne s'occupent qu'un dixième de ceux qui devraient être aidés. Et ça, c'est le domaine de notre action, c'est faire passer à couvrir toutes les personnes qui ont à payer plus que 3% pour l'eau. Et ils sont combien? De l'ordre du million. Voilà l'ampleur du problème. Donner de l'eau moins chère à 1 million de personnes en France. Ce sera difficile et on n'est pas sur le chemin d'y arriver. Parce qu'il y a freinage, parce que ça doit être fait. Le gouvernement a décidé que ça serait fait au niveau des collectivités et les collectivités ne bougent pas souvent, laissent les choses en l'état. Elles n'adoptent pas de nouveaux règlements, elles n'adoptent pas des actions qui permettraient de donner de l'eau à tous ceux pour qu'elle est actuellement trop chère. Et s'ils n'y arrivent pas, pourquoi? Parce que c'est dans les endroits
où l'eau est la plus chère, c'est-à-dire où tout le monde paye déjà cher pour l'eau, qu'il faudrait donner beaucoup d'aide pour l'eau. Donc, ce serait les gens qui ont pauvres, les gens pauvres, les gens qui ont des dépenses élevées qui doivent aider les gens qui sont trop pauvres. C'est donc un circuit fermé sur la pauvreté. Tandis que dans les quartiers où il y a l'eau et bon marché, et je cite par exemple Paris, à Paris, il n'y aura pas besoin d'aider personne, pratiquement personne. Parce qu'à Paris, l'eau coûte pas cher. Et tandis que en Seine-et-Marne, l'eau coûte cher parfois. Ça monte à 8 euros, 9 euros du mètre cube. Ça, c'est de l'eau chère. Et c'est là où il faut agir. Pas là où l'eau est à 3,50 ou 4 euros du mètre cube. Donc, en mettant l'accent sur ce qui est les aides nécessaires, on pourra progresser et aider ceux qui en ont vraiment besoin. La proposition communiste, elle, est d'une toute autre ampleur et nature. Elle vise à aider un très grand nombre de personnes. En réalité, en fixant à 40 litres par personne et par jour, l'aide, l'eau gratuite, elle va considérablement, elle va coûter très cher. Donner 40 litres à tout le monde, c'est à peu près donner la moitié de la consommation moyenne des Français. Vous vous rendez compte, ça veut dire que l'eau qui vaut par exemple 3 euros va passer à 4,50 euros puisqu'il faudra payer pour l'eau gratuite. Et on n'est pas sur le chemin d'être réélu comme maire d'une commune si l'on annonce qu'on va faire une grande victoire, on va donner l'eau gratuite et vous payerez 50% plus cher pour ça. C'est vraiment malheureux. Bon, il se trouve que je ne suis pas du tout d'accord non plus avec ce qui vient d'être dit, mais c'est tant mieux puisque je pense que ça alimente le débat. Donc, Edith vient de me signaler que malheureusement, Marie-Alice ne sera pas disponible donc, de solidarité. Sur la question de la gratuité, justement pour essayer d'étayer le débat, est-ce que la question de la gratuité à 40 litres ou il a été fait aussi à Viry-Châtillon lorsque Gabriel Amar était président de la communauté d'agglomération, à 3 litres par jour. Donc évidemment, c'est la question, est-ce qu'on est sur les usages vitaux purs pour boire ou est-ce que c'est aussi les usages pour boire, aller aux toilettes, se laver, etc. Voilà. Donc bon, il y a un curseur entre les 3 et les 40 à débattre. Mais donc, on a fait une autre audition la semaine dernière, je vais vous poser une autre question sur ça. Donc, est-ce que la gratuité ne permettrait pas de résoudre la question des 3%, c'est-à-dire de réduire le nombre de personnes pour qui la facture est au-dessus des 3% de leur budget et donc pour qui c'est difficile de payer. Est-ce que ça ne permettrait pas de la résoudre? Donc, ce ne serait pas déjà un premier travail social. Et ça ne veut pas dire que ça enlève pour autant la tarification sociale, donc les chèques eau, etc., pour ceux qui restent au-dessus. Mais au moins, ça réduit la marge. Première question. Deuxième question, évidemment, ça coûte plus cher. Alors, et donc, dans cet enjeu-là, un des élus qui était en train de créer une régie disait il faut peut-être remettre en cause le principe de l'eau paye l'eau et qu'une partie ou une grande partie de l'eau soit payée par l'impôt comme un service public classique. C'est une question que je pose, c'est une question qui n'est pas tranchée, qui est souvent en débat dans les milieux de l'eau, donc c'est une question que je pose. Troisième enjeu, c'est la question de la péréquation. Parce que ce que vous disiez national, vous disiez le problème, c'est que là où les gens payent l'eau cher, eh ben, ils paieront l'eau encore plus cher si on instaure la gratuité, puisqu'il faut équilibrer les coûts, puisque l'eau paye l'eau. Et donc, est-ce que nous, ce qu'on propose à la France Insoumise et d'autres proposent ça, je sais que la CGT propose ça également, c'est d'avoir une forme de péréquation nationale qui permet, c'est-à-dire que la gestion reste publique, locale, municipale ou intercommunale, mais qu'au niveau du bassin ou au niveau de l'État, il y ait le ministère ou une agence qui organise une péréquation pour faire en sorte que ceux qui sont très très chers eh ben, reçoivent un peu de subventions. Ça existe pour les
les fonds de péréquation, ça existe pour les politiques urbaines, par exemple, entre collectivités, pour aller aider les régies ou les services publics d'eau où c'est très cher. Donc, de cette manière-là, on organise une forme de péréquation nationale pour équilibrer. Ça ne veut pas dire que tous les prix est exactement pareil, parce que le prix dépend aussi de choix politiques et qu'il ne faut pas remettre en cause la libre administration des collectivités. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on propose. Mais en tout cas, ça permet de rééquilibrer un peu. Voilà, ces trois questions-là, qui veut prendre? Peut-être un peu dur. Bernard? Henri Smet? Oui, moi je trouve que c'est une très bonne idée de faire une péréquation entre les, les régies, les distributeurs d'eau chers et les distributeurs d'eau bon marché. Ce serait une bonne chose. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé qui sera le payeur de cette péréquation, car il s'agit d'aider ceux pour qui l'eau est chère, et donc il faut prendre de l'argent là où les eaux sont pas chères. Et ça, qui va payer? La solution qui avait été avancée il y a quelques années, c'était de faire payer les personnes qui mettaient l'eau en bouteille. Ouais, c'est une des propositions qu'on avance également. Hein, c'est donc la solution Nestlé. Et la solution Nestlé a été évidemment combattue par les embouteilleurs qui ont réussi à empêcher l'adoption de cette approche. Il faut donc chercher, voir quelle est la solution pour trouver un payeur pour payer la différence qui est nécessaire pour rendre l'eau plus abordable. Et on ne l'a pas encore trouvé, et surtout, ce qui est plus grave, c'est qu'on voit qu'il y a un mouvement d'opinion très négatif à l'égard de cette approche dans le gouvernement. Le gouvernement ne veut pas que l'on mette 1 centime d'impôt au bénéfice du prix de l'eau ou des tarifications sociales de l'eau. Il dit, débrouillez-vous, messieurs les distributeurs d'eau, débrouillez-vous au niveau local, à votre niveau. C'est votre responsabilité, débrouillez-vous. Et le débrouillez-vous va jusqu'à ne pas, par exemple, mettre en place une péréquation entre les différents distributeurs dans un même département. Il n'y a pas de péréquation de ce côté-là. Aucune péréquation n'a été introduite. Et ça l'ennuie. Et tant qu'on ne résoudra pas la péréquation, on sera obligé d'avoir que chaque distributeur devra résoudre son problème localement, ce qui implique évidemment que pour les volumes importants d'aide, ça ne passera jamais. Au contraire, on peut donner 3 litres d'eau 3 litres d'eau par personne, comme dans le cas de Viry-Châtillon, que ça a été fait. Oui, on l'a fait pour 3 litres, ça va. On arrivera à financer ça, mais pas pour 40 litres. À 40 litres, je vous mets défi de les financer localement. Il faut passer au niveau national, où c'est le seul niveau qui est possible, parce que l'avantage du 40 litres gratuit pour tous, c'est évidemment que, à ce moment-là, le problème du prix excessif de l'eau ne se pose plus si c'est l'État qui paye. Si c'était la collectivité qui doit payer, on n'a rien fait du tout. On a simplement déplacé d'un groupe de personnes sur un autre dans la même collectivité. D'accord. Bernard, est-ce que tu veux contredire, apporter un complément? Oui, je pense que c'est un problème politique. Par exemple, dans les zones où l'eau est très polluée, où il faut mélanger l'eau pour qu'elle soit potable, etc., etc. Alors là, le prix de l'eau est très élevé. À cela se joint le fait que, comme dit Henri, les distributeurs sont des multinationales et qu'ils font payer leurs profits, etc. Donc, il y a 2 éléments qui permettent d'agir sur le prix de l'eau. C'est créer des régies publiques démocratiques, d'une part, et d'autre part, faire payer les pollueurs, hein, les gens qui diffusent des engrais, des pesticides, ainsi que les industriels qui polluent. Hein, voilà.
Donc, il y a une question politique pour faire baisser le prix de l'eau dans ces zones-là. Donc, il pourrait y avoir, dans ces zones, en attendant ou pendant le processus de rectification, hein, un fonds de péréquation. Parce que dans d'autres endroits, le prix de l'eau, par exemple dans la métropole marseillaise, peut être relativement faible. Par exemple, il y a une régie à Martigues qui facture TTC, hein, eau et plus assainissement, parce que ce qui coûte le plus cher, c'est bien l'assainissement en réalité. Hein. Donc, 2,58 € par exemple. Hein. Et à Marseille, même avec la DSP, c'est 3,78 € en ce moment-là. Voilà. Donc, c'est loin des prix qu'indique Henri. Voilà. Donc, on a ces deux problèmes politiques à résoudre, car pour une ASA, par exemple, autour de la Durance, l'eau tout compris, hein, l'eau d'irrigation tout compris, revient à 6 centimes le mètre cube. Donc, que faire là-dessus? Il ne s'agit pas de créer des marchés de l'eau, hein, parce qu'il y a beaucoup de conditions qui devraient être réunies pour que ces marchés agissent sur le prix de l'eau. Hein, voilà, bon. Mais il s'agit de fixer des prix qui correspondent à la nécessité de réparer ce qui a été gâté. Hein, voilà. Donc ça, c'est une question politique. Il faut comment dire, changer de modèle agronomique, etc. Ce n'est pas un truc qu'on résout comme ça dans une collectivité simplement. Mais il y a certainement, dans une période de transition, un rôle de l'État, hein, par les agences de l'eau, hein, pour créer des fonds de péréquation. Ce n'est pas normal que dans certains endroits en Bretagne ou outre-mer, on paie plus de 6 € le mètre cube, ou en Seine-et-Marne. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc, il ne pourra y avoir de transformation effective, hein, dont une partie de gratuité, hein, que si on est en train de résoudre ces problèmes-là. Il faut y aller, on n'est pas obligé d'y aller d'un coup, hein, c'est sûr. Hein, voilà, on n'est pas obligé d'y aller d'un coup. En sachant que quand même, 40 litres par personne, hein, par rapport à la fameuse facture INSEE, hein, c'est-à-dire 2,1, comment dire, équivalent consommateur, hein, puisque en gros, hein, eh bien ça ne fait que 15 mètres cubes. Quel rôle, par exemple, quel rôle sur le prix marginal de l'eau? Parce que là, on parle de la facture INSEE, mais dans la pratique, il y a un prix marginal de l'eau, hein, chaque consommation. Bon, par exemple, lorsque comme dans certaines collectivités, il y a des abonnements énormes, hein, alors là, les 15 premiers mètres cubes, même s'il y a un tarif dégressif, ils sont très élevés. Donc tout ça, il faut comprendre qu'il faut supprimer des abonnements, il faut les supprimer, car ça pénalise, même si un tarif progressif, les petits consommateurs, les personnes âgées. Bon, les abonnements, c'est la part fixe. Ah, pardon? La part fixe. Oui, ben, c'est l'abonnement. Ben, oui. Donc, l'abonnement, il faut le supprimer. Bon. Ensuite, il y a des tarifs progressifs. Moi, je note en PACA que, ben, par exemple, les 30 premiers mètres cubes par an, ils valent, enfin, tout compris, au assainissement, eh bien, ils valent 1 € de moins que les mètres cubes qui suivent. Et que ça donne, sur la facture INSEE, des prix qui sont inférieurs à 4, qui vont de 2,50 € à 4 € le mètre cube. Donc, il ne faut pas... Bon, il faut faire des calculs, Henri, il faut faire des calculs. Et puis tenir compte, moi j'en fais tous les jours avec les associations. Bon, donc il faut faire des calculs et en même temps voir qu'il y a une question politique de transition. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces pollutions énormes? Et est-ce que ça doit agir sur le prix de l'eau agricole ou pas? Ce n'est pas le cas actuellement. Pour conclure sur cette séquence, après je vais laisser à Lorraine pour la dernière séquence. Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs options de tarification qu'on peut mixer ensemble. Potentiellement la gratuité, et il faut décider du niveau de litres ou de mètres cubes. La tarification différenciée en fonction des usages. La tarification progressive pour pénaliser les
usages luxueux, je vais dire, et la tarification sociale et chèque eau pour aider ceux qui restent encore au-dessus des 3% de facture par rapport à leur budget de ménage, et qu'aujourd'hui, en l'état du droit actuel, on n'a pas toutes les solutions, mais par contre, si on réfléchissait à au moins 3, si j'ai bien compris, solutions. 1, la surtaxation des eaux en bouteille, même si j'ai bien compris qu'il y avait un lobbying des industries de l'eau en bouteille, mais enfin, on est là aussi pour nous mettre le sujet dans le débat politique. Et vous, allez parler aux responsables politiques, comme vous le faites souvent régulièrement dans le cadre de vos plaidoyers. Et donc, surtaxation de l'eau en bouteille, péréquation nationale ou au moins au niveau des agences de l'eau, et peut-être faire un peu, voir au niveau du pollueur-payeur, qu'est-ce qui peut être mieux mis en œuvre au niveau des agences de l'eau sur ce point de vue-là. Et Bernard, mais je sais qu'on va aller sur un autre sujet, et puis on a fait une autre table ronde sur cette question-là, il y a aussi la question du modèle de gestion, puisque en gestion publique, en moyenne, selon Eau France, on est au moins à 10% moins cher du prix de l'eau par rapport à la délégation. On a eu une table ronde spécifique sur cette question, et donc on ne va pas y aller plus en avant. Lorraine, sur la troisième partie. Il faut que tu mettes ton micro. Pardon. Merci beaucoup. Du coup, la troisième partie porte sur la solidarité internationale et les peuples autochtones. Et donc, il y a déjà, je voulais vous poser ce que vous pensez de la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Et ensuite, si vous voulez répondre à tout en même temps, comment la France garantit le droit à l'accès à l'eau des populations autochtones sur son territoire et ce que vous pensez de la coopération internationale en matière d'accès à l'eau. Qui veut prendre? Peut-être je peux commencer sur la question du projet de loi sur le développement et les inégalités mondiales. C'est un sujet qu'on a un peu suivi au niveau de la coalition, notamment pour la partie eau assainissement. Déjà, il faut dire que ce projet de loi était attendu, enfin la révision de la loi sur le développement précédente était attendue depuis quelques temps. Donc déjà, c'était une bonne chose que l'examen commence au Parlement. Le texte qui a été soumis à l'Assemblée nationale, enfin voté à l'Assemblée nationale, pour la partie eau assainissement, je ne vais pas aborder tous les autres sujets, mais pour la partie eau assainissement, il y a notamment un paragraphe, et il faut noter que la question de la gestion de l'eau apparaît comme une des priorités du texte. Il y en a 6 priorités sectorielles, enfin thématiques sectorielles, et l'eau apparaît parmi elles. Donc c'est déjà intéressant que ce soit noté comme une des priorités. Il n'y a pas vraiment d'avancée en termes de chiffrage et de financement. Néanmoins, c'est noté que la question des dons, enfin dans l'aide publique au développement, il y a 2 grands types de financement. Il y a les prêts et les dons, et dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, c'est à 90% financé par des prêts, ce qui est assez problématique en ce qui concerne l'atteinte des pays et des populations les plus pauvres, parce que atteindre les populations les plus vulnérables et les pays les moins avancés, alors je prends les catégories un peu anciennes, mais c'est pas forcément rentable, et donc du coup ne peut pas toujours être financé par des prêts. C'est-à-dire que le mécanisme des prêts va toucher principalement les pays à revenus intermédiaires. Donc nous, on promeut beaucoup l'augmentation des dons pour le secteur eau assainissement. Voilà, donc ça c'est une des principales remarques qu'on peut faire. Après, le fait qu'il y ait cette priorité thématique qui soit mise en avant dans le projet de loi est intéressant. Ce qu'on souhaiterait, c'est que ça s'articule davantage avec la stratégie internationale pour l'eau et l'assainissement qui a été mise en place par le ministère des Affaires étrangères après un long processus de lien avec la société civile. Il y a
la publication de cette stratégie qui a abouti en 2019. Et il serait intéressant que le projet de loi puisse mettre en avant davantage tout ce qui a été poussé dans cette stratégie, notamment en termes d'indicateurs, pour pouvoir évaluer aussi les efforts qui sont faits. Voilà, rapidement pour la partie projet de loi. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre va faire une remarque? Oui, merci Bernard. Pardon. Oui. Alors, nous avons toutes les années, au moment de la discussion de la loi de finances, un compte rendu relativement long de la mission qui couvre toutes les actions publiques en faveur du développement. D'abord, c'est sûr qu'il faut discuter des notions de développement, etc. Tout ça, ce n'est pas l'objet de cette discussion maintenant. Hein. En fait, on s'aperçoit que tout ça fonctionne dans le cadre ancien, mais tu l'as un peu évoqué, de l'OCDE, hein, la liste des pays de l'OCDE, les 3 listes. Hein, voilà. Donc, la France va s'intéresser à 19 pays qui sont dans la première liste des pays les moins avancés, mais telle qu'elle est définie par l'OCDE, en fait, à partir du PNB par tête. Hein, voilà. Or, depuis, il y a eu un certain nombre d'étapes qui ont été franchies. Pardon ? Le PNB par tête et les 3 listes de l'OCDE. Alors oui, alors c'est le PNB, produit national brut, c'est différent du PIB. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est l'OCDE, c'est une organisation qui recouvre un ensemble de pays, 30 pays occidentaux. Hein. C'est une organisation de coopération, hein, qui établit un certain nombre de règles, de critères, etc., en particulier concernant ce qu'on appelle le développement. Hein. Donc, les critères sont quand même bien en arrière, hein, de ceux qu'on aurait pu fournir. Alors, bon, bien sûr, l'indicateur développement humain, l'indicateur de pauvreté humaine, ou bien d'autres indicateurs qui seraient en cours de fabrication, hein, l'empreinte écologique. Enfin, il n'y a pas eu un travail en dehors de la commission qui a été mise en place par Sarkozy concernant les indicateurs de développement. Donc, on trouve là 2 indicateurs, hein, si mes souvenirs sont exacts, hein, Edith, 2 indicateurs qui sont des indicateurs, au fond, qui ne vont pas signifier grand-chose en réalité. Hein. Donc, on aurait pu, dans le cadre de ce projet de loi, enfin, ceux qui l'ont écrit, réfléchir à la question d'indicateurs, hein, qui ne seraient pas obligatoirement une référence, hein, par rapport à l'OCDE, mais qui auraient un sens pour les Français, enfin, qui financent cette coopération. Ça n'a pas été le cas. La question du chiffrage. Évidemment, le chiffrage, c'est les objectifs en pourcentage du produit national brut. Hein, puisque l'objectif international, c'est 0,7% du PNB. Hein, c'est pas lourd en réalité du point de vue mondial. Hein. Et puis c'est des étapes, mais qui seront franchies. Edith, vous l'avez fait remarquer dans votre commentaire, qui seront franchies parce que le dénominateur est en baisse. Le dénominateur, c'est-à-dire le PNB, est en baisse avec la crise sanitaire. Donc, si on maintient le numérateur, c'est-à-dire l'aide en valeur absolue, alors, etc. Donc, il y a eu un certain nombre d'amendements à cette loi, hein, qui ont tous été refusés. Et en particulier, le fait pour l'augmentation de l'aide publique au développement, on parte du numérateur. Hein, voilà, qu'on ne fétichise pas le rapport au PIB comme c'est le cas actuellement. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, le second point concerne ce qui nous intéresse au premier chef, c'est-à-dire la coopération décentralisée. Et la coopération décentralisée, finalement, quand on regarde les chiffres, c'est pas grand-chose. Hein.
voilà, et dans le domaine de l'eau, c'est pas terrible. Alors, il y a les agences de l'eau, il y a les délégataires, il y a les régies. Elle est étendue à d'autres domaines, à juste titre, par exemple les transports. Alors, pour l'instant, c'était l'eau et l'assainissement d'un côté, les déchets de l'autre côté. Bon, mais ce qui est intéressant dans la coopération décentralisée, c'est que c'est décidé par les collectivités, alors de façon très, très opaque, mais qu'on peut mettre les usagers, les citoyens dans le coup. Ça, c'est intéressant. Donc, il faut… Bernard, est-ce que tu peux préciser ce que veut dire coopération décentralisée, s'il te plaît? La coopération décentralisée, c'est la coopération avec un certain nombre de collectivités étrangères, qui peut impliquer des associations ou des ONG françaises, et qui concerne un certain nombre de projets qui sont décidés en commun, par exemple dans les jumelages. Voilà. Donc, ce sont des coopérations qui peuvent être de petite taille, mais de taille plus importante, et qui, en général, sont décidées à l'abri, surtout dans les grandes collectivités, des usagers, des citoyens qui pourtant la paient par leur facture d'eau. Donc, cette coopération devrait être boostée en quelque sorte, et ça demanderait certainement que dans le cadre de l'aide publique au développement global, il y ait une prime en quelque sorte, dans un amendement disait 50% des montants des collectivités, etc. Il y a une prime pour favoriser cette coopération et pour permettre à des collectivités qui seraient réticentes, par exemple parce qu'elles sont petites, et que voilà, ça peut peser sur le prix de l'eau qui peut être déjà très élevé, ça permettrait quand même de mettre en place des projets, même de petite taille, avec l'assentiment de la population. Voilà. Donc, moi, je crois que cette loi, comme disait Edith, manque de chiffrage, manque d'ambition, que la place des prêts. Mais c'est une banque de développement, l'AFD. Donc, il faut qu'elle ait un bilan équilibré. La place des prêts la rend moins efficace. Et en fait, les prêts, comme tu le disais, ça permet de réaliser un certain nombre d'opérations dans des pays intermédiaires. Par exemple, dans le passé, il y a eu des prêts de l'AFD destinés à des régions chinoises, par exemple. Voilà. Et enfin, il y a quelque chose qui est un peu gênant quand même, c'est l'insistance à vouloir à tout prix financer des opérations dans les anciens pays colonisés. Voilà. Et parce qu'il y a toute une histoire de l'aide au développement dans les pays anciennement colonisés. Donc ça demanderait une attention particulière, et c'est un point critique sur lequel il faudrait des dispositions de contrôle, à mon avis. En particulier lorsqu'il s'agit d'opérations qui visent à tout le dispositif pays pauvres très endettés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'aide bilatérale, la France a décidé de remise de dette selon un processus particulier. C'est-à-dire que, par exemple, si tel pays doit 10 millions d'euros à telle échéance, eh bien, il doit les verser en fiscalité, etc., à la Banque centrale, par exemple, de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, sur la base de ce financement, eh bien, il y a un comité ad hoc, il faut voir ce que c'est, qui se réunit, et on décide alors d'opérations, par exemple d'un barrage, etc., etc. Donc ça, il faut jeter un œil là-dessus de façon… il faudrait qu'il y ait des dispositions particulières de contrôle. Et enfin, il y a le scandale, mais ça ne touche pas uniquement l'eau, mais l'aide publique, de l'écolage, c'est-à-dire le fait que quand les étudiants étrangers viennent étudier en France, c'est retiré, enfin, ça compte dans l'aide publique au développement, et le fait que lorsque les gens font
font leur démarche ou lorsqu'ils sont pour être réfugiés politiques, ou bien lorsqu'on leur sert une petite aide de 300 €, eh bien, ça vient dans l'aide publique au développement. Il y a beaucoup de choses donc, qui ne vont pas dans cette loi. Concernant l'eau, vous avez fait quelques petites statistiques là. À vrai dire, on en est à peu près à 1 milliard par an, tout compris. 1 milliard d'euros par an, tout compris pour les opérations concernant l'eau. Voilà. On a du mal à suivre les opérations. Il faudrait que, je ne sais pas si vous le faites, vous, la coordination eau, Edith, suivre chaque opération qui a été financée pour savoir, au fond, si elle aboutit des résultats, et en particulier le résultat qui consiste à vraiment impliquer les usagers et la population. Merci beaucoup, Bernard. Marion, est-ce que tu voudrais intervenir sur la question de l'accès à l'eau des populations autochtones? Oui, alors même si je n'ai pas des statistiques très précises, et du coup, je vais peut-être plus élargir la question du droit à l'eau plus que l'accès, qui est très pointu. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que la France ne reconnaît pas officiellement les peuples autochtones sur son territoire, donc c'est plus compliqué que dans plein d'autres pays d'avoir un respect de leurs droits et une reconnaissance même de leurs droits collectifs. Donc ça, c'est déjà un premier point, je pense, qui est important de rappeler. C'est que la France est vraiment très en retard sur la question des droits des peuples autochtones. Après, vraiment, sur les questions d'accès à l'eau, à l'assainissement, on sait évidemment que les statistiques et que les raccordements sont bien moins importants qu'en métropole. Comme on le disait tout à l'heure avec Edith, les chiffres sur l'outre-mer sont quand même beaucoup plus problématiques. Et évidemment, ça touche encore plus les peuples autochtones qui vivent souvent dans des tout petits villages avec déjà un manque global d'infrastructures et encore plus sur l'eau. Ensuite, il y a quand même une question importante qui se pose aussi, c'est la question environnementale, puisque qui dit droit à l'eau dit quelle est la potabilité de cette eau. Et il y a encore beaucoup de populations, et notamment de peuples autochtones, qui utilisent tout simplement l'eau des rivières et qui sont grandement polluées, et notamment en Guyane, polluées par l'extraction minière illégale, mais surtout illégale en l'occurrence. Donc ça, c'est la pollution notamment au mercure, et je pense notamment au peuple Wayana qui est très impacté. Donc il y a beaucoup d'interpellations du gouvernement français pour justement essayer de réduire cet orpaillage illégal. C'est très compliqué, les moyens ne sont pas encore à la hauteur, et aujourd'hui ces peuples-là souffrent de taux très élevés de mercure dans le sang, en partie liés à l'eau de boisson, mais aussi aux poissons qui y ingéraient. Donc c'est aussi là qu'on voit les interactions entre eau, alimentation et un certain nombre de droits humains. Et puis après, je pense que c'est aussi intéressant de rappeler la responsabilité de la France, alors plus ou moins indirectement, dans le non-respect des droits à l'eau des peuples autochtones ailleurs. Quand on voit la place notamment de certaines multinationales, des compagnies bancaires, des compagnies d'assurance, qui vont financer des projets particulièrement polluants, que ce soit en Amérique latine, en Afrique et un peu partout dans le monde, indirectement, on contribue à rendre très compliqué le droit à l'eau de ces peuples-là ensuite, que ce soit des peuples autochtones ou des populations rurales ou des citoyens tout à fait lambda dans des villes qui se voient en fait avoir un droit à l'eau mis en danger parce que l'eau est très polluée, donc les coûts deviennent très, très élevés, ou parce que l'eau est surpompée pour des activités clairement non primordiales. Et ça, pour le coup, la Fondation a beaucoup travaillé là-dessus pour aussi renforcer la capacité en tant que citoyen, en tant que peuple, à revendiquer son droit à l'eau. Et ça passe beaucoup par la protection en fait, des sources. C'est comme la base. Et donc ça peut être aussi en France, quand on avait vu le projet, par exemple, de Montagne d'Or en Guyane, une des menaces principales était l'impact que pourrait avoir cette mine sur les ressources en Guyane. Et quand on connaît la géographie de la Guyane, on sait qu'il y a de l'eau partout et que tout est extrêmement interconnecté. Et ça, c'est un enjeu vraiment problématique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir sur cette question?
ou est-ce que je repasse la main à Vivien sur la conclusion et les préconisations que vous pourriez avoir? Vas-y Bernard. Oui, je voudrais mettre l'accent sur un point qu'on n'a pas abordé, c'est-à-dire le rôle du commerce international dans cette affaire. Quand on prend la question, par exemple, des avocats au Chili, de l'eau virtuelle, du transfert d'eau virtuelle, etc. par là, on peut se poser quand même la question du commerce, hein, d'un certain nombre de produits, de produits agricoles. Et évidemment, le libre-échange est tel que on peut pas y faire grand-chose. De même, pour un certain nombre de productions agricoles en Afrique, il y a des difficultés dans la mesure où on peut exporter un certain nombre de produits et que, en fait, tout ça vient obérer la souveraineté alimentaire dans ces pays-là et indirectement la possibilité de faire progresser le droit à l'eau. Donc, à l'aide publique au développement vient certainement se retrancher, pour faire beaucoup de soustractions, les impacts du commerce international. Merci Bernard. Juste l'eau virtuelle, pour celles et ceux qui voudraient avoir la définition, le principe c'est d'importer ou d'exporter des produits agricoles, mais pas que, qui utilisent beaucoup d'eau pour les produire, donc où les lieux de production sont des lieux où il y a beaucoup d'eau, et les exporter vers des pays qui ont très peu d'eau et donc qui ne peuvent se permettre de les produire, sauf à remettre en cause l'équilibre entre les usages. En conclusion, est-ce que vous avez des suggestions, préconisations? Peut-être Edith, est-ce que tu veux dire 2-3 mots de ce que Marie-Alice avait suggéré de dire? Donc je te laisse la parole en premier. Merci beaucoup. Oui, en plus, ça fait bien le lien avec des suggestions de solutions. Donc, Marie-Alice Toré, qui devait intervenir pour Solidarité Internationale, qui est une ONG humanitaire qui est intervenue en France depuis 1 an, durant la crise sanitaire, pour justement raccorder des sites informels, donc squat et bidonville, à l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que ces ONG, donc on voit depuis 1 an qu'il y a des ONG qui habituellement interviennent sur des terrains de conflit ou suite à des catastrophes naturelles pour aider les populations, sont intervenus en France. Donc c'est assez nouveau, en tout cas, qu'il y ait des ONG d'urgence qui soient sur le territoire français métropolitain. Ces ONG ont publié un rapport de capitalisation de leurs interventions. Donc ce document de capitalisation est un document assez technique, mais qui permet de revenir sur cette année d'intervention et de mettre en avant ce qui a pu être fait, donc toujours en lien avec les collectivités territoriales, soit en régie, soit avec leurs délégataires également, et les différents acteurs, parties prenantes du secteur eau, montrer ce qui a pu être mis en place, montrer que des solutions techniques existent techniques et assez simples et peu coûteuses existent pour faciliter cet accès à l'eau pour les personnes qui ne sont pas raccordées. Et c'est intéressant dans cette période aussi de réflexion politique sur la question de l'accès à l'eau, parce que ça met en avant un peu des expériences, des expérimentations menées avec les collectivités pour montrer ce qui est possible de faire et aussi peut-être désacraliser cette question de la pérennisation des sites, du coût que ça peut comporter, des impacts sur les populations. Enfin, ça permet de montrer que ça se fait et que les retours d'expérience sont positifs. Donc ce rapport de capitalisation, il est aujourd'hui diffusé par les ONG, il est accessible sur le site de la Coalition Eau aussi. Et je pense que c'est intéressant aussi dans le débat qui va avoir lieu au Sénat, et
ce lien avec les collectivités pour approfondir la réflexion sur la question de l'accès physique à l'eau en France. Et peut-être juste pour, du coup, je profite d'avoir la parole pour rebondir sur la question plus de la solidarité internationale. Idem en termes de solutions. Alors, je ne sais pas si on peut parler de solutions, mais en tout cas de recommandations et de ce qu'on peut porter, nous, pour faire avancer les réflexions sur l'aide au développement dans le secteur de l'eau. On va sortir aussi une étude sur l'analyse de l'aide publique au développement de la France pour le secteur de l'eau et de l'assainissement qui devrait être publiée dans les prochains jours, semaines, qui permet à la fois d'analyser ce qui est fait aujourd'hui par la France, donc avec toutes les critiques qui ont pu être aussi citées aujourd'hui, mais aussi à pousser des recommandations pour que l'aide au développement de la France soit plus efficace aussi et plus adaptée pour le secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc, on pourra, voilà, sur le site de la coalition, on publiera ces recommandations alors, on peut mettre le mot de solution si on veut, mais en tout cas politiquement, qui pourraient être portées ensuite. Merci. Merci beaucoup. Juste, je dis capitalisation, c'est rapport de retour d'expérience qui permet d'apprendre de ce qui a été fait. Ce n'est pas évident pour ceux qui ne sont pas dans le secteur. En 1 minute, est-ce que Marion, Bernard ou Henri veulent apporter une conclusion? Marion? Ouais, je peux tenter en 1 minute. Je dirais que la question du droit à l'eau, c'est une question éminemment politique sur les choix de société. Tout à l'heure, Bernard le disait bien, en fait, si on veut vraiment aller loin, il y a quand même un certain nombre de ruptures qu'il faudrait commencer à entamer, que ce soit sur les questions du modèle agricole, sur la priorisation des usages, sur les pollutions, etc. Mais aussi sur la vision du service, et peut-être de cesser avec cette idée-là de l'eau-pélo. Mais tout ça, ça implique de grosses ruptures. Alors après, nous, en tant que fondation, on appelle vraiment à rompre avec une vision de l'eau comme une simple ressource à la disposition de nous, humains, mais d'aller un peu plus loin et de dépasser ça, et de rappeler en fait une banalité, mais qu'on a tendance à oublier, que l'eau, c'est la vie. Et c'est la vie, pas que pour nous humains, mais aussi l'ensemble des êtres vivants et des cycles et des écosystèmes, etc. Et que dans ce cadre-là, je pense que c'est intéressant aussi qu'en tant qu'acteur du droit à l'eau, on se rapproche des acteurs environnementaux et de ceux qui sont en train de porter aussi toute une mouvance autour des droits de la nature, parce que les deux sont intimement liés. Du droit à l'eau dépend aussi la façon dont on voit l'eau, quel est son statut, quel est son régime de protection et la vision qu'on porte sur cet élément-là. Super, merci beaucoup. Belle conclusion. Je t'avouerai qu'avec Lorraine, on avait hésité justement à inviter une association dans ce secteur-là. On s'était dit, mais ça va durer 3 heures, sinon ça va être compliqué. Donc, merci beaucoup d'y avoir participé. C'était vraiment très intéressant. Pas de Henri ou Bernard, pas de conclusion, c'est bon? Non, c'est bon. Okay. Oui, la conclusion de Marion me convient tout à fait. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous retrouverez toutes les informations de la campagne sur eau.vote et on remercie encore vos organisations d'y avoir participé.